Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce live où je ne suis pas interviewée, mais j'ai trouvé une astuce. J'ai posé la question à ChatGPT si il voulait bien me poser des questions sur la notion de clarté et de décision. Alors je vais vous dire les questions qu'ils m'ont dites et puis je vais y répondre en direct. Donc aujourd'hui, on va parler de clarté, de décision, de ce moment où un décideur, quelqu'un, cadre, un manager, peuvent avoir en fait une absence de clarté, du flou. Et on n'ose pas toujours le dire parce que le mental est saturé, parce qu'on n'y voit pas clair, parce qu'on est fatigué, parce que voilà, c'est le brouillard et que on ne sait pas ce qui se passe, et on est compétent, on est expérimenté. Et j'ai choisi de faire ce sujet-là parce que c'est ce que j'ai pu expérimenter ces dernières semaines. C'est-à-dire que je sais que j'ai des ressources internes, je sais que j'ai des compétences et j'avais des décisions à prendre, j'avais des actions à mener et il y avait beaucoup de lourdeur, beaucoup de contradictions, d'éparpillement, de difficultés à être concentrée. Et donc, j'observe aussi ça chez les personnes que j'accompagne. Alors, ChatGPT me pose cette première question. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans le mental d'un dirigeant saturé? Donc, ce que je viens de dire, quand on est saturé d'informations ou parce qu'on a énormément travaillé, donc on a eu un flot d'éléments à gérer, un flux entrant et aussi un flux sortant, c'est-à-dire comme un ordinateur où on doit traiter de l'information pour prendre des décisions, pour poser des actions, pour effectuer des tâches. Eh bien, là, il n'y a plus de clarté du tout, il y a du brouillard. Ce qui est très, très intéressant à voir, c'est que la majorité des décideurs, des cadres, des managers, même dans ce brouillard, ils veulent continuer d'avancer. Il y a cette volonté, ce mindset qui dit, mais je vais y arriver. Et donc, vont peut-être encore prendre encore plus d'informations, vont chercher encore plus d'informations pour euh, prendre les bonnes décisions, pour continuer. Et donc, ça ne fait qu'emmagasiner encore le flux qui rentre. Et donc, il y a une réalité intérieure qui est créée comme un paradoxe. D'un côté, il y a cette réalité de fatigue, de confusion, de baisse d'énergie, de j'en peux plus. Et de l'autre, il y a une volonté de dire, mais je dois continuer coûte que coûte, je dois y arriver, je dois tenir, je vais y arriver. Et donc, en fait, c'est comme un... Je vois l'image, moi, d'un marécage, vous savez, de ces sables mouvants, euh, qui fait que quand on est dedans, finalement, plus on s'agite et plus on s'enfonce. Et donc là, plus on veut faire des choses et plus on va s'enfoncer. Et là, en ce moment, je fais un défi de méditation avec François Lemay, je vais le citer, 10 jours de méditation. Et j'ai vu donc ce qui s'est passé, c'est que bah, j'avais de la saturation mentale, que mon corps était fatigué, que mon cœur s'était refermé, que mon énergie était très basse. Et donc, quand tout ça est ensemble, en fait, quand ce paquet d'indices sont présentes, eh bien, l'énergie baisse encore plus, les pensées deviennent encore plus fortes parce que c'est comme s'il y avait une lutte interne. D'un côté, on veut lâcher et de l'autre côté, comme il y a une habitude à résister, eh bien, il y a une résistance qui se fait. Et plus on résiste, plus ça persiste, qui dit, mais non, non, tu sais bien, tu y es déjà arrivé. C'est on se repose sur des choses du passé où peut-être que dans la lutte, oui, on a réussi des choses et donc ça se durcit encore plus. Et donc ça fait encore augmenter ce niveau de fatigue, ce niveau de confusion. Et donc, bah, il y a encore moins d'issue. Et je remarque aussi qu'à ce moment-là, même le repos, le sommeil ne suffit plus. Alors justement, la deuxième question, comment sortir de ce cercle vicieux?
Alors, la sage décision, c'est d'arrêter de faire ce qu'on fait, d'arrêter de vouloir à tout prix passer en force, et c'est changer la posture intérieure. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ce que je disais auparavant, parfois, oui, il faut aller se coucher, il faut dormir, mais surtout, il faut aller ouvrir cet espace qui est contracté. Il faut aller comme, pas en forceps, mais il faut aller créer une ouverture, une fenêtre. Alors ça peut passer par le ralentissement, c'est-à-dire que je vais diminuer ma charge quotidienne, je vais ralentir volontairement. Si on a affaire à des gens qui n'ont pas l'habitude de ralentir, pour eux, ça n'a pas d'importance, ça n'a pas de sens, ça n'a même pas d'écho. Ça peut être prendre une marche dans la nature, ça peut être créer ce silence. Mais quand on fait du silence comme ça, quand il y a eu beaucoup d'agitation, eh bien tout revient. C'est-à-dire que toutes les pensées reviennent. Il faut juste aller peut-être observer ce flot de pensées, aller observer toutes les décisions qu'on doit prendre, toutes les actions qu'on a à mener et tout ce qu'on n'arrive pas à faire et accepter la réalité. Ça, c'est le plus difficile, accepter ce qui est. Parce que justement, si je refuse ce qui est, si je veux être comme dans le passé, dans mon futur, qui n'est pas encore là, et que je me comporte de la même manière, je ne vais pas changer les choses. Donc, c'est juste être là, dans cet instant présent. C'est comme ça. C'est un moment très difficile. C'est extrêmement pénible, c'est extrêmement lourd. Je ne suis pas habituée à ne pas être dans la performance. Je ne suis pas habituée à laisser les choses. Je suis habituée à contrôler. Je suis habituée à mener. Mais si je continue comme ça, je vais à ma perte. Et donc là, c'est juste, ok, c'est comme ça, c'est ainsi. Et j'observe. Alors, autre question, pourquoi plus on veut aller vite et plus on perd en discernement? Parce que du coup, on sait qu'on est en train de perdre du temps, on sait qu'on tourne, qu'on est en train de tourner en rond comme un hamster dans sa cage. On voit bien que comme c'est lourd et que finalement c'est pas clair, on a des atermoiements, on a envie puis on n'a plus envie, on se dit que c'est la bonne solution puis que c'est pas la bonne solution. Et donc il y a encore plus de doutes qui s'installent et donc on veut encore aller plus vite pour en fait sortir de là, pour que cet enfer s'arrête et qu'on retrouve notre lucidité, qu'on retrouve notre clarté, qu'on retrouve notre énergie. Mais tant qu'il n'y a pas cette prise de conscience de ce qui est là et là, eh bien, cette accélération pour pas ressentir ne fait que de reproduire les mêmes comportements, les anciens comportements. Et parfois, donc, c'est utiliser des stratégies qui ont marché dans le passé, comme je l'ai dit en avant, mais qui fonctionnent plus maintenant. Et donc là, la volonté, elle suffit plus. Et donc, il faut comme, vous savez, on dit, si tu t'es mal levé ce matin du mauvais pied, ben, recouche-toi et change, et relève-toi et change de pied. C'est comme faire un pas de côté. Accepter que ce qui a fonctionné ne fonctionne plus. Accepter que les anciens réflexes ne sont plus adaptés parce qu'on est allé peut-être un poil trop loin. Est-ce qu'on était vraiment dans la même situation quand on a réussi à traverser ça avec la force, avec le contrôle? Donc, faire de l'espace à l'intérieur, ralentir, ralentir, c'est comme étirer et voir ce qui peut être vraiment euh, urgent. Essayer de distinguer dans tout ce flot de décisions à prendre l'important de l'urgent. Regarder ce qui est possible de faire par soi-même. Regarder ce qui est possible de faire faire à d'autres personnes. Regarder ce qui est possible de retarder.
Est-ce que c'est vraiment capital, là, de faire cette action dans cet état? Est-ce que ça va pas m'amener à encore plus à ma perte? Question. Est-ce normal de perdre en clarté quand on est compétent et expérimenté? Et oui, parce qu'on pourrait se dire, mais en fait, je suis compétent et je suis expérimenté et je suis capé. Et donc, je ne dois pas perdre ma clarté, je ne dois pas perdre ma rapidité. Et encore, il y aura un sujet aussi sur la rapidité qui va s'en venir. Et donc, oui, c'est normal de perdre en clarté parce que la compétence, elle s'accompagne souvent de grandes responsabilités. Elle s'accompagne d'un certain nombre de sujets à traiter en même temps, concomitamment. Et ce que je disais en avant, aller regarder si ces sujets sont urgents, importants, ou s'ils peuvent être délégués, ou s'ils peuvent être reportés. Il y a énormément de décisions à prendre chaque jour. Et surtout, il y a beaucoup d'attentes. Généralement, une personne qui va être compétente dans ce qu'elle fait, qui va être expérimentée, elle va s'être mis elle-même des objectifs, des attentes vis-à-vis d'elle. Et c'est ce qu'on a évoqué avec ma collègue dans un live, c'est-à-dire que les personnes compétentes, expérimentées, les dirigeants, les cadres, les managers, on a beaucoup d'objectifs à tenir. Ils ont beaucoup d'objectifs à tenir. Vous avez beaucoup d'objectifs à tenir. Et donc, il y a des attentes, il y a des résultats. C'est pas des objectifs comme ça qui ont été mis de n'importe quelle manière, qui ont été posés de n'importe quelle manière. Soit ces objectifs vous sont imposés, soit ils sont euh, une évidence pour l'entrepreneur que vous êtes, pour les décideurs, parce que il doit y avoir des indicateurs, qu'ils soient chiffrés ou pas, qui permettent de voir les avancées des projets. Et donc, il y a énormément d'attentes. Mais de fait, quand il y a d'attentes, s'il n'y a pas les résultats escomptés, s'il n'y a pas les actions qui sont posées, s'il n'y a pas les éléments qui sont là pour atteindre ces objectifs, eh bien, il y a de la frustration qui s'en vient. Et avec la frustration, euh, vient des pensées, vient des émotions qui ne sont pas agréables, vient aussi peut-être une forme de honte à ne pas tenir ses objectifs, à ne pas réussir à les atteindre. Vient donc encore une fois eh bien, ce cercle vicieux qui va venir avec la honte, c'est-à-dire une captation d'énergie. C'est-à-dire que la honte, dans l'échelle de Hawkins, dans ce schéma où on voit les émotions, la honte vibre très bas. Et donc la personne, elle n'en parle pas, elle va se taire, elle va garder en elle tout ce qui est là, tout cet écart entre ce qu'elle se sent en mesure de réaliser et l'objectif à atteindre, l'écart qui va se creuser et donc de moins en moins d'énergie et de plus en plus de fatigue. Et tout ça, toutes ces surcharges, tout ce poids va entraîner encore plus de déconnexion aux sensations et au cœur et va faire qu'en fait, ça va remonter au niveau de la tête et ça va encore plus encombrer la tête comme une forme de oui, de parasitage, d'amplificateur de tous ces éléments. Et donc, la compétence ne protège pas de la saturation, elle peut même l'accélérer. Pourquoi les décideurs ont-ils tant de mal à admettre qu'ils ne voient plus clair? Alors, parce que ça, justement, ça s'en vient avec euh, la honte de l'admettre, ça s'en vient à se dire, oui, je traverse une tourmente, je traverse une tempête, c'est difficile, je n'y arrive plus, je suis vulnérable, j'ai un pied à terre, j'ai peut-être même les deux genoux à terre, et
je dois me remettre en question. Ça remet aussi en question ce modèle de la performance. Et il y a comme une sorte de raccourci qui se crée, une croyance qui va limiter, qui vient s'installer, qui est si je ne vois plus clair, si je ne suis plus capable de prendre des décisions et de poser les actions qui sont en lien avec ces décisions, je ne suis plus compétent. Et donc, jugement, comparaison, dévalorisation. Et on a peur de perdre notre légitimité vis-à-vis des autres. Si on est tout seul dans l'entreprise, ben, ça va être vis-à-vis de nos proches, ça va être vis-à-vis des confrères et collègues. Et si on est en entreprise, eh bien, c'est vis-à-vis de nos pairs. Et donc, euh, là, il y a vraiment un coup de canif dans la confiance en soi, dans l'estime de soi, dans la valeur de soi. Il y a une perte de repère total qui vient avec tout ça. Et j'ai envie de dire une perte d'amour de soi, de ce qui est là pour soi. Alors, quelle est la différence entre fatigue mentale et incompétence? Alors, pour moi, la fatigue mentale, morale, physique, énergétique, c'est quand les ressources sont là, mais qu'on n'est plus, elles ne sont plus accessibles. On n'arrive plus à avoir ce recul, cette cohérence, cette confiance, cette estime de soi, ce socle sur lequel on peut s'appuyer. Il n'y a plus de sécurité intérieure. euh, Elle a volé en éclats, quel que soit le passé que l'on ait, quelles que soient les réussites que l'on ait fait, qu'on l'on a eues. euh, on est vraiment, il y a les ressources qui sont, on va dire, là, et puis nous, on est là. Et donc, il faut déjà faire un pas de côté de soi-même pour voir que nos ressources sont quand même en nous. Elles sont pas, comme je viens de le mettre à côté, elles sont en nous, que pour l'instant, on n'arrive plus à y avoir accès, mais que c'est possible de les retrouver. Et pour moi, l'incompétence, c'est l'absence de ces ressources à la base. C'est-à-dire que être incompétent, euh, c'est l'inaccessibilité. euh, c'est pas l'inaccessibilité, c'est l'inexistence de ces ressources. Et donc, on va devoir créer ces compétences pour avoir accès à elle. Alors, ça peut être des compétences dans le savoir-être, pas forcément des compétences intellectuelles. C'est vraiment des compétences dans la confiance, des compétences dans la maîtrise de soi, des compétences euh, ce qu'on peut appeler les soft skills, donc des compétences dans le fait que je suis en sécurité intérieure, que je ne suis pas dépendant des autres, que c'est pas parce qu'il m'arrive quelque chose maintenant que le monde va s'écrouler, que je suis une mauvaise personne, que je ne vaux rien. C'est ça, avoir ces compétences-là. C'est donc encore une fois, euh, être compétent intérieurement. Je ne sais pas si je m'explique bien, c'est vraiment de se dire, c'est o- c'est OK, je vis une turbulence, je vis un moment difficile, je vis une perte de confiance, mais je peux retrouver cette confiance-là. Quand on est incompétent, on n'a pas cette confiance en nous. On est tout le temps dans l'inconfort, on est tout le temps dans le jugement vis-à-vis de soi, on est tout le temps dans la dévalorisation, on est tout le temps dans la victimisation, on est tout le temps dans je ne suis pas responsable de ce qui se passe. Et donc là, dans ce cas-là, la différence entre fatigue mentale et incompétence, la fatigue mentale va masquer la compétence, va masquer l'accès à ses soft skills, à ses ressources internes. Elle ne les annule pas. À partir de quand, autre question, le flou devient-il un signal d'alarme? À partir de quand le flou devient-il un signal d'alarme? Eh bien, quand on voit que nos décisions sont complètement incohérentes, quand on voit qu'elles ne sont pas stables, c'est-à-dire que je vais dire, mettons, à une proposition, c'est moi ce qui m'a fait repérer ça, en fait, c'est je dis oui, puis 2 minutes après je dis non, puis je redis oui, puis je repose une question pour valider.
que j'ai bien fait de dire oui. Et puis avec ce supplément d'information, je vais dire bah non, je veux pas de ce contrat. Par exemple, je ne veux pas signer ce contrat. Et donc là, c'est complètement incohérent, ça change en l'espace de quelques minutes et du coup, c'est très, 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 très instable. Euh, le deuxième point qui pour moi peut être un signal d'alarme, c'est quand les réactions émotionnelles sont disproportionnées. C'est-à-dire quand il y a comment on appelle ça, un pétage de plomb, quand on se met en colère ou quand on va partir et fuir la situation, quand on va être agacé. Voilà, ça c'est aussi un grand signal. Donc, colère ou peur qui surgissent même dans une situation très très simple. Euh, il y a aussi un autre signal d'alarme qui va être au niveau tellement physique, là, pour le coup. Ça peut être un sommeil très perturbé ou au contraire l'envie de énormément dormir. Et puis l'alimentation. Ça peut être envie de manger, manger, manger ou perte d'appétit. Donc deux extrêmes. En fait, on le voit dans tous ces cas-là, l'incohérence et les extrêmes. Les extrêmes dans les émotions, les extrêmes dans les comportements, on va dire, de base qui sont boire, manger ou dormir. Pourquoi la compétence peut-elle devenir un facteur de surcharge? Alors, la personne, elle sait qu'elle est compétente. Elle l'a prouvé, on l'a validé, euh, on le sait. Elle a ses compétences peut-être techniques dans un domaine. Elle est capée dans ce domaine-là et elle a des compétences personnelles. C'est une leader, c'est un leader, c'est un décideur. Et elle se rend compte qu'elle n'arrive plus à mobiliser ses compétences. Et donc, il y a une forme de refus de ça. C'est comme si, je ne sais pas, on vient de courir un 20 km et puis là, on n'arrive même pas à faire quelques pas sans avoir un essoufflement. Donc, on sait qu'on est compétent pour courir, mais on n'arrive même pas à monter des marches et on ne retrouve même pas son souffle. Donc, elle refuse de voir que c'est plus comme avant. Et donc là, il y a un passage en force, une volonté de passage en force, et on va tirer, 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 tirer jusqu'au bout. Tirer sur l'élastique, c'est-à-dire de se dire, donc, je vais quand même monter ces escaliers, je vais aller recourir mon 20 km. Et là, il peut y avoir donc blessure, cassure, comme une blessure physique. Et donc, là, forcément, il y a quelque chose à venir réparer, il y a quelque chose à venir changer en profondeur qui va prendre du temps. Et c'est important justement de prévenir cette surcharge, de prévenir cette forme d'incompétence personnelle avant qu'elle n'arrive, parce que sinon, le délai avant de retrouver ses ressources va être très, 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 très long. Alors, je voulais faire part de cette expérience que je suis en train de faire au niveau de mon défi de méditation. Euh, Ce que j'ai pu donc observer pendant ces quelques jours de défi, euh, c'est que m'observer dans mes pensées et observer aussi quand je suis dans la méditation, que je repars dans ces pensées. C'est-à-dire que je suis dans la méditation, il y a quelqu'un qui est en train de me parler, quelqu'un qui est en train de me dire de me calmer, quelqu'un qui est en train de me dire d'écouter mes sensations et je vais repartir dans mes pensées de mon budget, des pensées de mes actions à faire, des pensées de toute nature. Et donc là, j'observe que je suis en train de partir et je reviens. J'observe que ma respiration, elle prend plus de saccades et je reviens. Il n'y a pas, là, pour le coup, dans la méditation, il n'y a rien à réussir. Il y a juste à regarder,
à observer, à accepter ce qui est là. Et donc, ça fait faire comme un pas de côté, le pas de côté dont je parlais tout à l'heure, pour aller voir ce qui est, je suis en train de traverser. C'est comme si j'avais un témoin à l'intérieur de moi qui me dit, mais regarde, et quelqu'un me le dirait, je voudrais pas le voir. Alors que là, c'est moi-même. Et on sait aujourd'hui que l'observateur d'une expérience change l'expérience. Ça a été prouvé par la science, c'est prouvé par les techniciens quantiques aujourd'hui. Et donc, ça fait redescendre cette pression, ça fait redescendre cette volonté de contrôler, ça fait, voilà, cette soupape, c'est ce qui me vient, comme la petite cocotte minute, là, pff, on se dégonfle, on relâche la pression. Il y a vraiment ce mot que j'entends là qui est calme-toi, ralentis, observe. Et donc pour moi, ça a vraiment été un moyen de me rendre compte que j'étais en surcharge, que j'étais au bord de l'implosion, que j'étais peut-être au bord de repartir vers quelque chose de complexe. Alors justement, après, j'ai eu la question, euh, pourquoi est-ce que j'accompagne justement les décideurs, les cadres, les managers sur la clarté et l'énergie? Alors j'ai cette réponse parce que ils ont eux-mêmes un impact sur d'autres personnes. Et si ils sont plus clairs, s'ils ont plus d'énergie, qu'ils sont donc compétents, mais qu'ils peuvent être face à, à ce flou de clarté et d'énergie, eh bien, ça va avoir de l'impact sur les autres personnes avec qui ils échangent. Et comme ils sont comme les sportifs de haut niveau, ils sont aussi conditionnés à performer, ils ont été éduqués pour ça, eh bien, je n'ai pas rencontré d'espace où on peut aller raconter tout cela, aller dire ses vulnérabilités, aller dire ses difficultés, aller dire ses j'en peux plus, aller dire ses explosions qui sont prêtes à arriver, aller juste dans un endroit où il n'y a pas de méditation, peut-être, mais il y a juste un endroit où on va pouvoir avoir un miroir tendu et qui va dire, ah oui, effectivement. Ah oui, voilà ce qui se passe pour moi. Ok, qu'est-ce que je désire? Est-ce que je veux continuer d'augmenter le brouillard? Est-ce que je veux continuer d'augmenter la fatigue? Est-ce que je veux aller jusqu'au bord de l'implosion? Ou est-ce que je veux que ça change? C'est comme le petit premier pas vers un renouveau, vers une ouverture. C'est l'espace dont je vous parlais tout à l'heure. On m'a demandé donc quelle est l'observation que je fais le plus souvent chez les cadres, les dirigeants de terrain que j'accompagne. Donc, fatigue, moi je réponds fatigue mentale, morale, physique. Et donc, bah, pour moi, cette fatigue du corps, puisque c'est souvent le corps qui rompt, le corps, il est vraiment, tout le temps, je le répète, c'est le dernier rempart. C'est-à-dire que la maladie arrive, enfin, la maladie, elle peut être très minime, c'est peut-être un rhume, mais ça peut être beaucoup plus grave. Et donc, c'est cette fatigue-là est le signal avant-coureur bah, peut-être de quelque chose de plus grave, comme un burn-out, donc d'une maladie, et puis euh, des fois aussi d'un abandon, d'une fuite, c'est-à-dire qu'on ne le voit pas et on va changer, on va arrêter une entreprise, on va arrêter un job, on va vouloir changer de job, mais ça va pas changer les choses si on s'en rend pas compte. Et donc, quand on retrouve de la présence à ce qui est là, eh bien, forcément, ça amène plus de clarté, plus de justesse et cette cohérence entre la tête, le cœur et le corps. Et donc, en même temps, ça amène de l'énergie. On a à nouveau des nouvelles idées et
on peut redécider, on peut à nouveau agir en décision avec une belle qualité de décision qui vont associer les trois, qui vont associer le mental qui n'est plus saturé, qui vont associer le cœur, c'est-à-dire l'élan, le désir, et qui vont associer le corps, c'est-à-dire bah, la capacité de mettre en œuvre la décision, même si c'est pas forcément une décision que l'on va mettre soi-même directement, mais que on va pouvoir porter cette décision de manière concrète. Enfin, il m'a demandé quel est le plus grand malentendu autour de la performance. Alors, ben, la performance, c'est de croire qu'il n'y a pas d'espace de repos. C'est-à-dire que la performance, c'est comme ça, crescendo. C'est tout le temps en progression. Comme les objectifs de vente, il y a toujours des plus, il y a de l'inflation sur la performance. Et aussi que la performance correspond à la valeur de la personne. Plus je suis performante, plus je suis quelqu'un de bien, plus je suis quelqu'un de valeureux, dans le sens de courageux, d'efficace. Voilà, plus je suis une bonne personne. Alors que pour moi, la performance, eh bien, c'est vraiment la personne qui va s'écouter, la personne qui va s'ajuster, la personne qui va respecter ses rythmes. Et du coup, on devient efficient. Préfère ce mot efficient. Alors voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui et j'ai envie de conclure en disant que si aujourd'hui vous ne voyez pas clair, vous êtes dans ce brouillard, justement il n'y a rien qui peut indiquer que vous n'avez pas de valeur, que vous n'êtes pas assez, que vous n'êtes plus assez, que vous avez échoué, que vous n'êtes pas en réussite. Il y a juste quelque chose qui est là à être entendu, vu et puis soulagé. Et je vous dis à très vite.